Maintenant, on va essayer de donner la définition du flux d'un son de vecteurs à travers une surface. Et on donne la définition suivante. Soyons sigma plus une surface orientée et régulière et soit phi une paramétrisation telle que sigma est l'image de oméga par la paramétrisation phi, où phi de oméga égale à sigma, soit V un son de vecteur de R3 continu. On appelle le flux d'un son de vecteur V à travers la surface sigma et il est noté par grand phi. Le flux est grand phi indice sigma de V est défini par le flux à travers la surface sigma orienté de V, c'est l'intégrale double par rapport à sigma de V d sigma. C'est égal à l'intégrale sur le domaine oméga de V de xy fois n de xy dx dy, avec n de xy et la normale à la surface sigma est donnée par égale à epsilon, la dérivée de phi par rapport à x fois le produit vectoriel de la dérivée de phi par rapport à y, avec epsilon égale soit à plus 1 ou à moins 1 selon la direction de la normale n. Par exemple, soit sigma une surface définie par la paramétrisation z égale à f de xy avec x et y appartiennent à oméga, tel que f de xy est différenciable. On pose phi de xy égale à x, y et z c'est égal à f de xy. Alors, tx au point xy qui est la dérivée de phi par rapport à x, ça sera égal la dérivée de phi par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport à x c'est 1, la dérivée de y par rapport à x c'est 0, et la dérivée de f de xy par rapport à x, c'est la dérivée de f par rapport à x au point xy. De même, ty au point xy, c'est égal la dérivée de phi par rapport à y, c'est égal la dérivée de x par rapport à y, c'est 0, la dérivée de y par rapport à y, c'est 1, et le dernier terme, ce sera la dérivée de f par rapport à y au point xy. Et puisqu'on a la dérivée de phi par rapport à x et la dérivée de phi par rapport à y, on peut calculer n. Donc n de xy sera égal epsilon fois tx au point xy fois le produit vectoriel de ty au point xy. Donc ce sera epsilon t de x au point xy c'est égal à 1, 0, la dérivée de f de x par rapport à x, et ty au point xy, ça sera 0, 1, la dérivée de f par rapport à y. Et on fait le produit vectoriel, ça sera 0 moins la dérivée de f par rapport à x, ce sera le premier composant, 0 moins la dérivée de f par rapport à y, ça sera le deuxième composant, et 1 moins 0, ça sera le troisième composant, tout ça multiplié par epsilon. Alors le flux de V à travers la surface sigma est donné par l'intégrale double à travers la surface sigma de V des petits sigma, ça sera l'intégrale sur les intervalles ou sur le domaine de xy fois le vecteur V de xy multiplié par la normale n de xy dx dy. Avec epsilon, ça sera égal à 1 si le vecteur n
est orienté vers les z croissants. Pourquoi? Car dans la troisième composante, on a n. Si la normale est orientée vers les z croissants, alors n fois k sera positif. Donc, avec le vecteur k, c'est 0, 0, 1. Donc, n fois k, ça sera 0 fois le premier composant, plus 0 fois le deuxième composant, plus 1 fois le troisième composant. Donc 1 fois 1, c'est 1 fois epsilon, c'est epsilon. Donc epsilon doit être positif, donc epsilon est nécessairement égal à 1. Et si n est orienté vers les z décroissants, alors n fois k doit être négatif. C'est-à-dire le vecteur n fois le vecteur 0, 0, 1 doit être négatif. C'est-à-dire que epsilon est négatif, nécessairement, on trouvera dans cette situation que epsilon doit être moins 1. Maintenant, on va faire une petite application. Donc, soit le son de vecteur v, v de x, y, z, qui est égal à xz, z moins z au carré sur 2. Un son de vecteur de R3. Et soit sigma, une surface définie par l'équation z égale à x au carré plus y au carré, avec z est plus petit que 1, tel que les vecteurs normaux sont orientés vers les z croissantes. La question est la suivante. Calculer le flux du son de vecteur v à travers la surface sigma orientée vers les z décroissantes. Donc d'abord on commence par la paramétrisation. Donc sigma c'est égal à l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que z égale à x au carré plus y au carré avec z plus petit que 1. Donc en remplaçant z par x au carré plus y au carré, qu'est-ce qu'on aura? On aura x, y et z sera remplacé par x au carré plus y au carré appartenant à R3 tel que z est plus petit que 1, c'est-à-dire que x au carré plus y au carré est plus petit que 1. Donc x, ça sera, et ça c'est l'équation d'un disque de centre 0, 0 et de rayon 1. Donc x sera égal à r cos θ, y sera égal à r sinus θ, et z sera égal à x au carré plus y au carré, donc elle sera égal à r au carré cos θ au carré plus r au carré sin θ au carré, donc sera égal à r au carré, car cos au carré plus sin au carré égale à 1. Et puisque z est plus petit que 1 et z égale à x au carré plus y au carré, donc z sera positif car il est égal à x au carré plus y au carré et il sera plus petit que 1, donc z est compris entre 0 et 1. Et puisque z égale à r au carré, alors r au carré sera compris entre 0 et 1, donc r est compris entre 0 et 1, car r est positif. Et puisqu'on a des cercles, alors θ va varier entre 0 et pi. Et pour la représentation, on a cette représentation-là. Maintenant, pour voir la représentation plus clairement, z égale à x au carré plus y au carré. Donc, si z égale à 0, x au carré plus y au carré sera égal à 0. Donc, x sera égal à 0 et y sera aussi égal à 0. Donc, on sera dans le point 0, 0, 0. Maintenant, si z égale à 1, la plus grande valeur, alors x au carré plus y au carré égale à 1. Donc, dans le plan z égale à 1,
x au carré plus y au carré sera égal à 1. Donc ça sera le cercle de centre 0 et de rayon 1. Et quand le z varie entre 0 et 1, sigma va considérer toujours des cercles de centre 0, 0, x égale à 0, y égale à 0 et de rayon R. Et on remarque que ça c'est un repère orthonormé direct car voilà x, le pouce, ça c'est l'index et ça c'est l'orthogonale. Donc ça c'est un repère orthonormé direct. Et en considérant les coordonnées cylindriques, un point M sera coordonné par R et θ et la hauteur Z. Donc x sera égal à R cos θ, y sera égal à R sin θ, et on a x au carré plus y au carré égale à Z. Donc Z sera égal à R au carré. Et d'après cette équation-là, si y égale à 0, le z sera égal à x au carré. Donc, si y égale à 0, z sera égal à x au carré. Donc, ça, c'est une parabole. Et si x égale à 0, z sera égal à y au carré. Donc, dans le plan z, y, o, z, ça sera aussi une autre parabole. Et pour chaque valeur de z entre 0 et 1, on aura des cercles de centre 0 et de rayon R, avec R égale la racine de z, car z égale à R au carré. Et ça, c'est la normale orientée vers les z décroissantes, car elle est normale à la surface, et, ça, elle est orientée dans le sens contraire de z, c'est-à-dire elle est orientée vers les z décroissantes. Donc on considère la paramétrisation en coordonnées polaires suivantes. Phi, c'est une application de l'intervalle 0,1 fois 0,2 pi, car le R varie entre 0 et 1, et θ varie entre 0 et 2 pi. Et donc ça c'est l'ensemble oméga. Et l'image de oméga par la paramétrisation phi c'est égal à sigma. Et donc pour tout R appartenant à l'intervalle 0,1 et tout θ appartenant à l'intervalle 0,2 pi, phi de r θ sera égal x égale à r cos θ, y égale à r sin θ, et z sera égal à x au carré plus y au carré. Ça sera égal à r au carré cos θ au carré plus r au carré sin θ au carré. Sera égal à r au carré. Et on peut calculer la dérivée de phi par rapport à r et la dérivée de phi par rapport à θ. Alors, la dérivée de phi par rapport à r, ça sera cos θ sin θ de r. Et la dérivée de phi par rapport à θ, ça sera moins r sin θ, r cos θ et 0. Car la dérivée de r au carré par rapport à θ égale à 0. Donc n, c'est quoi? N c'est égal à epsilon fois la dérivée de phi par rapport à r fois le produit vectoriel de la dérivée, ici j'ai oublié la dérivée de phi par rapport à θ.
Et ça sera epsilon. La dérivée de phi par rapport à r, c'est égal à cos θ sin θ de r. Et la dérivée de phi par rapport à θ, c'est moins r sin θ, r cos θ, 0. Et on fait le produit vectoriel, donc ça sera 0 moins 2 r au carré cos θ, c'est ça, et 2r moins 2r au carré sin θ moins 0. Donc ça sera moins 2r au carré sin θ. Et le dernier, ça sera r cos θ au carré plus r sin θ au carré. Donc ça sera r avec epsilon soit égal à 1 ou moins 1 selon l'orientation de n. Donc, on suppose que la normale n de rθ est orientée vers les z décroissants. Alors, n fois k, le vecteur avec k, c'est le vecteur qui oriente l'axe des z. Donc, n fois k sera négatif. Alors, epsilon fois n c'est moins 2 r au carré cos θ, moins 2 r au carré sin θ, r, fois le vecteur k. K c'est 0, 0, 1. Donc en faisant le produit, ça sera égal à epsilon. Le premier composant fois 0 c'est 0. Le deuxième composant fois 0 c'est 0. Et 1 fois r c'est r. Donc il va nous rester epsilon r. Avec r c'est le rayon, donc il est toujours positif. Donc epsilon r est négatif. Ça implique que epsilon est nécessairement moins 1. Donc, en remplaçant dans la formule de n epsilon par moins 1, donc ça sera 2r au carré cos θ, 2r au carré sin θ, moins r. Et on a v de xy égale xyz égale à xz, z moins z au carré sur 2. Donc x c'est égal à r cos θ et z c'est égal à r au carré. Donc r cos θ fois r au carré, ça sera r à la puissance 3 cos θ. Et z c'est égal à r au carré. Et z au carré sur 2 moins, ça sera moins r à la puissance 4 sur 2. Alors le flux du son de vecteur v à travers la surface sigma plus orienté vers les z décroissants, c'est pas croissant, c'est décroissant, est donné par phi sigma de v, c'est égal l'intégrale double sur la surface sigma ou le flux du son de vecteur v à travers la surface sigma. C'est égal à v de rθ fois n de rθ dr dθ, avec r varie entre 0 et 1, et θ varie entre 0 et 2π. Ça sera l'intégrale, le vecteur v, c'est égal à r à la puissance 3 cos θ, r au carré, et moins r à la puissance 4 sur 2. Et le vecteur normal n de rθ, c'est 2r au carré cos θ, 2r au carré sin θ, et moins r. Donc, avec r varie entre 0 et 1, et θ varie entre 0 et 2π. En faisant le produit scalaire, qu'est-ce qu'on aura? R à la puissance 3 fois r au carré. Ça sera r à la puissance 5 multiplié par 2 multiplié par le cos θ au carré. Et aussi on a r au carré fois r au carré, c'est r à la puissance 4 sinus θ fois 2. Et pour le dernier terme, moins r fois moins r à la puissance 4 sur 2, ça sera plus r à la puissance 5 sur 2, dr dθ. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer par rapport à r. Donc la primitive de r à la puissance 5, c'est r à la puissance 6 sur 6. Et la primitive de r à la puissance 4,
c'est r à la puissance 5 sur 5. Et la primitive de r à la puissance 5, c'est r à la puissance 6 sur 6. Donc 6 fois 2, c'est 12. Et en remplaçant par 1 et par 0, donc on commence par remplacer par 1. Donc ça sera 2 cos au carré de θ sur 6. Et ici, ça sera plus 2 sin θ sur 5, plus 1 sur 12, moins, en remplaçant maintenant le r par 0. Donc ça sera 0 plus 0 plus 0 dθ. Donc c'est égal à la même valeur, l'intégrale entre 0 et 2π de 2 cos θ au carré sur 6, plus 2 sin θ sur 4, plus 1 sur 12 d de θ. Et on sait que cos de θ c'est égal le cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ égale à 2 cos θ au carré moins 1. Donc 2 cos θ au carré sera égal à 1 plus 2, le 2 cos θ au carré égale à 1 plus cos de θ. Donc on va remplacer 2 cos θ au carré par 1 plus cos de θ. Donc voilà 1. Le cos 2 cos θ au carré sera remplacé par 1 plus cos de θ. Donc on aura cos de θ plus 1 sur 6 plus 2 sin θ sur 5 plus 1 sur 12. Et on calcule la primitive de cette fonction. La primitive de cos de θ sur 6, c'est sinus de θ sur 12. Car si on dérive la dérivée de cos de sinus de θ, c'est 2 cosinus de θ sur 12. Le 2 va se simplifier avec le 12 et il va rester 6. Maintenant, la primitive de 1 sur 6, c'est θ sur 6. La primitive de 2 sin θ sur 5, c'est moins 2 cos θ sur 5, car la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, ça sera plus sinus. Et la primitive de 1 sur 12, c'est θ sur 12, entre 0 et 2π. Donc si on remplace d'abord par 2π, le sinus de 4π, c'est 0. θ égale à 2π, donc on remplace θ par 2π. Le cos de π, c'est 2 fois 1, car le cosinus de 2π égale à 1, et il va nous rester 2 sur 5. Et θ, en remplaçant θ par 2π, ça sera égal à 2π sur 12, moins le sinus de 0, c'est 0. En remplaçant θ par 0, ça sera 0. Et le cosinus de 0, c'est 1. Donc ça sera moins 2 sur 5. Plus 0 sur 12. Car on remplace θ par 0. Maintenant, on remarque que ici, on a moins 2 sur 5. Et ici, on a plus 2 sur 5. Donc, moins 2 sur 5 va se simplifier avec plus 2 sur 5. Et il va nous rester pi sur 3 plus pi sur 6. Donc pi sur 3 plus pi sur 6, ça sera 2 sur 6 plus 1 sur 6. Ça sera 3 sur 6 pi. Donc ça sera 1 sur 2 pi. Donc on a calculé le flux du son de vecteur V à travers la surface sigma. Et on a trouvé que c'est égal à pi sur 2. Maintenant, on va essayer de voir le théorème de Stokes. Donc, soit sigma une surface orientée pour le soit du son de vecteur normal, et soit gamma plus, c'est la frontière de sigma, orientée de manière cohérente, c'est-à-dire en utilisant la règle de tire-bouchon ou la règle de la main droite.
et soit V égale V1, V2, V3 à son deux vecteurs de R3 de classe C1. Alors le fluide rotationnel de V à travers la surface sigma égale à la circulation de son deux vecteurs V le long de la frontière gamma qui est égale au bord de sigma. Et on écrit le rotationnel de V des sigma, c'est égal à la circulation de V sur le bord de sigma, c'est-à-dire V1 dx plus V2 dy plus V3 dz. Et on va faire, et on rappelle la règle de la main droite pour le théorème de Stokes. Donc, si le n est orienté vers le haut, on a l'homme, le petit homme regarde dans notre direction, donc sa main droite, c'est ici. Et si le n est orienté vers la direction contraire, l'homme, le petit homme, va regarder dans la même direction que n, donc sa main droite sera celle-là, et la règle la plus importante, c'est si vous utilisez la règle, le théorème de Stokes, il faut utiliser la règle de la main droite telle que le petit homme regarde dans la même direction que n. Donc, si le n vient dans notre direction, le petit homme va regarder dans la même direction que n. Donc, il va regarder vers nous. Et si le petit homme regarde dans le sens opposé, alors on va pas voir les yeux du petit homme, donc sa main droite sera ici. Et maintenant, on va faire un petit exemple. Donc, soit sigma le compte d'équation z égale à 1 moins racine de x au carré plus y au carré. Et z supérieur à 0, orienté vers le haut, c'est-à-dire vers les z croissants. Donc, la normale à la surface sigma est orientée vers les z croissants. Et soit v de x, y, z égale à moins y, z, 1 plus y plus z à son de vecteurs de R3. La question est la suivante. Calculer le flux du rotationnel de V à travers sigma et retrouver le résultat en utilisant la formule de Stokes. On commence à répondre à cette question de la manière suivante. Le camp est défini à l'aide de l'équation z égale à 1 moins racine de x au carré plus y au carré. Donc, la paramétrisation du sigma est donnée par. D'abord, si le z égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1, 0 égale 1 moins racine de x au carré plus y au carré. Donc, racine de x au carré plus y au carré égale à 1. Donc, x au carré plus y au carré, x au carré plus y au carré égale à 1. Donc, si z égale à 0, x au carré plus y au carré égale à 1. Donc, ce sera le cercle de centre 0 et de rayon 1. Maintenant, si z égale à 1 égale à 1 moins racine de x au carré plus y au carré. Donc, la racine de x au carré plus y au carré égale à 0. Donc, x au carré plus y au carré égale à 0. Donc, x égale à y égale à 0. Donc, si z égale à 1, x égale à 0 et y égale à 0. Maintenant, si le y égale à 0, donc z sera égal moins, z égale à 1 moins racine de x au carré.
c'est égal, donc z égale à 1 moins valeur absolue de x. Donc, si y égale à 1, z égale 1 moins valeur absolue de x. Donc, voilà l'équation de 1 moins valeur absolue de x. Ça, c'est 1 moins x. Et ça, c'est 1 plus x. Non, ça, c'est 1 moins x. Et ça, c'est 1 plus x. Maintenant, de la même façon, si x égale à 0, z sera égal à 1 moins valeur absolue de y. Donc, si x égale à 0, on va travailler dans le plan y, o, z. Donc, et z, ça sera égal à 1 moins y, moins valeur absolue de y. Donc, ici, ça sera 1 moins y, et ici, ça sera 1 plus y. Donc ça, c'est la paramétrisation d'un camp. Et ça, c'est la représentation du camp. Et n, c'est la normale au camp orienté vers les z croissants. Ça va dans le haut. Ça, c'est la normale qui va dans le haut. Et ça, c'est une normale qui va dans le haut. La direction des z croissants. Donc, le z regarde dans notre direction et le n regarde dans la même direction que z, donc vers le haut. Et le petit homme va regarder dans la même direction que n, donc il va regarder dans notre direction. Donc sa main droite c'est là. Donc le sens direct, ça sera ici. Donc ça, c'est l'orientation positive de la frontière de sigma. Car voilà sigma, c'est une surface qui admet deux frontières. La première frontière, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. La deuxième frontière, c'est le point. Le point 0, 0, 1. Ce point-là. Donc, le camp sigma a deux frontières. La première frontière, c'est le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1 qui est dans le plan z égale à 0. Et le deuxième, c'est un point de coordonnées 0, 0, 1. Et ça, c'est l'orientation. Ça, c'est l'orientation de la frontière de sigma. En utilisant la règle de la main droite, car n, le petit homme, regarde dans la même direction que le petit homme regarde dans la même direction que n. Maintenant, on va essayer de chercher quelle est la paramétrisation de sigma. Donc, on a sigma égale l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que z égale 1 moins racine de x au carré plus y au carré avec z est supérieur à 0. Donc, si on prend x égale à r cos θ, y égale à r sin θ, alors x au carré plus y au carré, ça sera r au carré cos θ au carré, plus r au carré sin θ au carré, ça sera égal à r au carré. Donc, racine de r au carré, ça serait égal à r. Donc, z, ça sera égal à 1 moins r. Donc, voilà, z égale 1 moins r. Maintenant, et d'après la forme, le θ va varier entre 0 et pi.
Donc le θ va varier entre 0 et 2π. Et le R, puisque Z est positif, alors 1 moins R est toujours positif. C'est-à-dire que R est inférieur à 1. Et puisque ça R est le rayon, il sera toujours supérieur à 0. Et ça, c'est la paramétrisation du camp. Alors, on considère l'application phi qui va de l'intervalle 0,1 fois 0,2π à valeur dans sigma plus, tel que l'image de Rθ, c'est phi de Rθ égale R cos θ, R sin θ, 1 moins R. Et on calcule la dérivée par rapport à R et par rapport à θ. Alors, la dérivée par rapport à R, c'est cos θ sin θ moins R moins 1. Et la dérivée par rapport à θ, ce sera moins R sin θ, R cos θ, 0. Alors, n, ce sera epsilon, la dérivée de phi par rapport à R, fois le produit vectoriel de la dérivée de phi par rapport à θ. Ça serait cos θ sin θ moins 1 fois le produit vectoriel de moins R sin θ, R cos θ, 0. Donc, on fait le produit vectoriel, donc ça sera 0, moins, c'est plus R cos θ. Et ici, ça sera R sin θ moins 0, c'est R sin θ. Et R cos θ au carré plus R sin θ au carré, ça sera égal à R. Avec epsilon égale à plus ou moins 1. On a déjà supposé que la normale est orientée vers les z croissants. Alors, n fois k sera positif. Avec k, c'est le vecteur directeur de l'axe des z. C'est-à-dire, il est égal à 0, 0, 1. Et on fait le produit epsilon fois R cos θ, R sin θ, R fois 0, 0, 1. Donc 0 fois R cos θ, c'est 0. 0 fois R sin θ, c'est 0. Et R fois 1, c'est R. Donc ça sera égal à epsilon R. Et puisque le produit est positif, ça veut dire que epsilon R est positif. Et puisque le rayon est toujours positif, donc epsilon doit être égal à 1. Alors, en prenant epsilon égal à 1, on retrouve que n sera égal à R cos θ, R sin θ, R. Et on a aussi V égale V de xy égale à quoi? Égale à moins y, x, 1 plus x plus y. Alors, la rotation de V, c'est le produit scalaire entre l'opérateur nabla et l'opérateur V, moins y, x, 1 plus x plus y. Donc, ça sera la dérivée de 1 plus x plus y par rapport à y, ça sera égal à 1. Moins la dérivée de x par rapport à z, ça sera égal à 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. Maintenant, la dérivée de z de moins y par rapport à z, c'est 0. Moins la dérivée de x par rapport la dérivée de 1 plus x plus y par rapport à x. Ça sera moins 1. Et maintenant, la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Moins la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Donc 1 plus 1 sera égal à 2. Donc le rotationnel de V, ça sera égal à 1 moins 1, 2. Alors le flux du son de vecteur rotationnel de V à travers la surface sigma orienté vers les z croissantes est donné par le flux à travers la surface sigma de rotationnel de V égale rot de V fois d sigma à travers la surface sigma. Ça sera l'intégrale double, l'intégrale entre 0 et 2π
est l'intégrale de dr entre 0 et 1 de rotationnel de V fois n dr dθ. Ça sera rotationnel de V, c'est 1 moins 1, 2, et n de rθ, c'est r cos θ, r sin θ, r. En faisant le produit scalaire entre ces deux vecteurs, on aura r cos θ moins r sin θ plus 2r. d de r, d de θ, avec r varie entre 0 et 1, et θ varie entre 0 et 2π. D'abord, on intègre par r, ça sera moins r au carré cos θ sur 2, plus r au carré. Ici, je crois qu'il y avait une petite erreur. Ici, ce sera plus r cos θ, et ici, c'est moins r sin θ. Donc ici, ça sera plus r au carré cos θ sur 2, moins r au carré sin θ sur 2, plus r au carré entre 0 et 1. d de θ. Je crois que ça serait cos θ sur 2, moins sin θ sur 2, plus 1, moins 0, 0, 0. Lorsque r égale à 0, d de θ, ça sera égal à r. Ce sera égal à cos θ sur 2, moins sin θ sur 2, plus 1 d de θ. Et la primitive par rapport à θ, la primitive de cosinus, c'est sinus, il n'y a pas moins. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et la primitive de 1, c'est θ. Donc, toujours ici moins, et ici plus. Donc, ici, ça sera plus, et ici, ça sera plus. Donc, le cosinus, le sinus de pi, c'est 0. Et ici, le sinus au point 0, c'est 0. Maintenant, le cosinus au point de pi, c'est 1. Et le cosinus au point 0, c'est 0. Donc, ils vont se simplifier. Le cosinus au point de pi, c'est 2pi. Et le cosinus au point 0, c'est 0. Donc, ça sera 2pi moins 0. Et le résultat final, ça sera 2pi. Donc, le flux du rotationnel de V à travers sigma égale à 2pi. D'autre part, on sait que le bord du sigma, c'est quoi? C'est le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1 dans le plan z égale à 0. Union le point D avec C 0, 0, 1 et le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1 dans le plan z égale à 0, orienté de manière cohérente avec z, c'est-à-dire en utilisant la main droite, tel que le petit homme va regarder dans la même direction que n. Et D est le point 0, 0, 1. Alors, le cercle 0, 0, 0 est de rayon 1, on considère la paramétrisation du cercle, c'est-à-dire que x égale à cos θ, y égale à sinus θ, et z égale à 0, car on est toujours dans le même plan z égale à 0. Donc ça, c'est la paramétrisation du cercle. Et puisque x égale à cos θ, y égale dx, ça sera moins sinus θ d de θ. Et puisque y égale sinus θ, dy, ça sera cos θ dθ. Et puisque z reste toujours égal à 0, alors dz sera 0 dθ. Donc, la circulation du son de vecteur V le long du chemin C0, 0, 1 est donnée par la circulation de V sur le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1, c'est le vecteur V
fois dm, c'est-à-dire moins y x1 plus x plus y fois dx dy dz. Ça sera moins y dx plus x dy plus 1 plus x plus y dz. Donc y moins y c'est moins sinus θ et dx sera moins sinus θ dθ plus x c'est cos θ et dy ça sera cos θ dθ et 1 plus x plus y ça sera 1 plus cos θ plus sin θ fois dz c'est 0 dθ. Donc tout ce terme là sera égal à 0. Il va rester sinus au carré dθ plus cosinus au carré d de θ. Ça sera l'intégrale entre 0 et 2π de d de θ égale à 2π. Et au point D, on a x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0. Alors, la dérivée de x sera égale à la dérivée de y sera égale à la dérivée de z égale à 0, car on reste toujours sur le même point. Donc, c'est un point constant, donc elle ne varie pas, donc dx sera égal à dy sera égal à dz égale à 0. Car x, y et z ne dépendent pas d'une variable, ils sont toujours constants. Ainsi, la circulation au point D de v dm, ça sera moins y dx plus x dy plus 1 plus x plus y dz. Et puisque dx, dy et dz sont égaux à 0, alors la valeur de cette intégrale égale à 0. On déduit alors la circulation. La circulation, c'est pas la virculation. Ici, c'est une erreur. La circulation du son de vecteur V le long du chemin d sigma. Donc, d sigma, la circulation du son de vecteur V le long du contour de sigma, ça sera l'intégrale sur le cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1 de V dm, plus la circulation de V dm au point D, 0, 0, 1. Donc, la première circulation, c'est égal à 2π, et la deuxième égale à 0, donc la somme sera égale à 2π. On déduit alors que le flux du rotationnel de V à travers la surface sigma sera égal à 2π, égal à la circulation du son de vecteur V sur le contour de sigma, tel que le bord de sigma est orienté de manière cohérente avec l'orientation de la normale à la surface sigma considérée. Maintenant, le dernier théorème, le théorème d'orthogradsky ou le théorème de divergence. Donc, soit D, un domaine de R3 limité par une surface D sigma orientée vers l'extérieur de D, et soit V un son de vecteur de classe C1. Alors l'intégrale de div de V dans D égale au flux de V à travers la surface D sigma D de D, c'est-à-dire la frontière de D qui est égale à sigma. Et on écrit que l'intégrale triple sur un volume D de div de V dx, dy, dz sera égal au flux de V à travers la surface sigma, telle que la surface sigma est le bord du volume de D orienté vers l'extérieur. Et on va faire une application, soit V, un son de vecteur qui est égal à 0, 0, z, et soit D, une sphère pleine de centre 0, 0, 0 et de rayon 3. D'équation, son équation donc sera x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur ou égal à
9. Donc ça, c'est une sphère pleine ou un volume. Alors, la frontière de D, c'est-à-dire le bord du D, c'est quoi? C'est une sphère vide. Donc, le bord de D qui est une sphère vide sera égal à sigma, sera égal à l'ensemble des points x, y, z appartenant à R3, tels que x au carré plus y au carré plus z au carré égale à 9. Ici, inférieur ou égal à 9, c'est-à-dire elle est pleine, c'est-à-dire que le point 0, 0, 0 appartient à l'intérieur et tous les points qui sont dans la sphère appartiennent à ça. Donc c'est pour ça on appelle ça, c'est une sphère pleine. Et ça, c'est une sphère vide. Donc, elle contient x au carré plus y au carré plus z au carré égale à 9. Maintenant, on a les deux questions suivantes. Première question, calculer le flux de son des vecteurs v à travers la surface des sigma orientée vers l'extérieur. Vérifier que le théorème d'Orthogradsky est bien vérifié. Ça, c'est la deuxième question. Donc ça, c'est la sphère pleine. Et ça, ce sont les normales à la surface orientée vers l'extérieur. Cette sphère est représentée dans un repère orthonormé direct, c'est-à-dire le x, le y et le z. Et ça, c'est la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon 3. Donc, la sphère vide sigma qui est égale à S, la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon 3, on considère la paramétrisation du sphérique, c'est-à-dire que θ va varier entre 0 et 2π, et phi va varier entre 0 et π, et x sera égal à r cos θ sin phi, y égale r sin θ sin phi, et z égale à r cos phi, avec r égale à 3. Et on calcule la dérivée de la paramétrisation sphérique par rapport à θ et par rapport à phi. Donc si on dérive par rapport à θ, ça sera moins 3 sin θ sin phi, 3 cos θ sin phi, et le dernier c'est 0. Et la dérivée de phi par rapport à l'angle phi de θ phi, donc on va dériver par rapport à phi, donc ce sera 3 cos θ cos phi, 3 sin θ cos phi, et moins 3 sin phi. Alors la normale à la sphère, c'est quoi? C'est n de θ phi, ce sera ypsilon, la dérivée de phi par rapport à θ, fois le produit vectoriel avec la dérivée de la paramétrisation phi par rapport à l'angle phi. Donc on fait le produit vectoriel, ça sera le premier composant, ça sera 0, moins, donc ça sera 9, ça sera plus 9 cos θ sin phi au carré. Et le deuxième, ça sera 0, moins, donc ça sera moins 9 sin θ sin phi au carré. Et le dernier, ça sera égal à quoi? Moins 9 sin θ au carré sin phi cos phi, moins 9 cos θ au carré sin phi cos phi. Et puisque le sin au carré plus le cosinus au carré égale à 1, donc il va rester seulement moins 9 sin phi sin θ.
Et pour le premier terme, ça sera moins 9 cos phi sin θ au carré. Donc on a le moins. Multiplié avec y égale plus ou moins 1. Plus 1 ou moins 1. Et puisque n est orienté vers l'extérieur, alors si phi est entre 0 et pi sur 2, alors n est orienté vers les z croissants. Et on peut le voir ici. Si l'angle phi est entre 0 et pi sur 2, la normale est orientée vers les z croissants. Et si le phi est entre pi sur 2 et pi, alors la normale est orientée vers les z décroissants. Nous, on va essayer de travailler seulement avec le phi entre 0 et pi sur 2 pour donc n est orienté vers les z croissants et ainsi on pourra en déduire la valeur de epsilon. Est-ce que c'est égal à 1 ou elle sera égale à moins 1? Donc, puisque n, la normale, est orientée vers l'extérieur, alors pour phi entre 0 et pi sur 2, on a la normale est orientée vers les z croissants. Ainsi, n fois k doit être positif. C'est-à-dire que n fois k qui est égal à epsilon moins 9 cos θ sin phi au carré moins 9 sin θ sin phi au carré moins 9 sin phi cos phi fois 1, 0, 0 sera positif. C'est-à-dire que epsilon fois moins 9 sin phi cos phi sera positif. Et puisque phi est entre 0 et pi sur 2, alors le cosinus sera positif, le sinus sera positif, donc moins 9 epsilon sera positif. Donc epsilon nécessairement doit être égal à moins 1 et on aura n de θ phi sera égal à 9 cos θ sin phi au carré, 9 sin θ sin phi au carré et 9 sin phi cos phi. Alors le flux de son de vecteur V à travers la surface sigma orienté vers l'extérieur est donné par l'intégrale, le flux à travers sigma de V du son de vecteur V égale l'intégrale de V de θ phi fois n de θ phi dφ dθ avec phi entre 0 et pi et θ entre 0 et 2 pi. Donc, ça sera l'intégrale entre 0 et 2 pi fois l'intégrale entre 0 et pi de 0, 0, 3 cos phi, car c'est 0, 0, z. Avec z, c'est égal à 3 cos phi, car le vecteur v, c'est égal à 0, 0, z. Donc, ça sera 0, 0, 3 cos phi fois 9 cos θ sin phi au carré, 9 sin θ sin phi au carré, 9 sin phi cos phi, dφ dθ. Donc 0 fois le premier composant c'est 0, 0 fois le deuxième composant c'est 0, 3 fois 9 c'est 27, cos phi au carré sin phi. Donc ce sera sin phi, cos phi au carré dφ dθ. Et puisque d'abord on va intégrer par rapport à phi, donc la dérivée du cosinus c'est moins sinus. Donc la primitive de sin phi cos phi à la puissance 2, ça sera moins cos phi à la puissance 3 sur 3. Et donc c'est ça la primitive entre pi et 0. Donc si on remplace le cos phi à la puissance 3 sur 3 moins par pi, ça sera 1 sur 3. Et si on remplace par 0, ça sera moins
moins 1 sur 3. Donc moins moins, ça sera plus, donc ça sera 2 sur 3. Donc le 3 va se simplifier avec 3. Donc le 3 va se simplifier avec 27. Il va rester 9. Ici, on multiplie 9 par 2, ça sera 18. Donc ça sera 18, l'intégrale entre 0 et 2π de 1 dθ. Et l'intégrale entre 0 et 2π de 1 dθ égale à 2π. Donc 2π fois 18, ça sera 36π. D'autre part, on a la divergence de v. Ça sera la dérivée de la première composante de v par rapport à x, plus la dérivée de la deuxième composante de v par rapport à y, plus la dérivée de la troisième composante de v par rapport à z. C'est-à-dire 0 plus 0 plus 1, donc ça sera 1. Alors divergence de v dx, dy, dz sera égale l'intégrale triple de v, l'intégrale triple sur la sphère pleine dx, dy, dz sera égale au volume de la sphère égale à 36π, car on sait que le volume d'une sphère d égale à 4 sur 3 π r à la puissance 3. Et si le rayon égale à 3, donc 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 divisé par 3, c'est 9. 9 fois 4π, c'est égal 36π. Alors, le théorème d'Orto-Gradsky est bien vérifié, c'est-à-dire que l'intégrale triple sur la sphère pleine de divergence de v dx, dy, dz sera égale à 36π, sera égale à au flux de son de vecteur v à travers la surface de la sphère, le contour de la sphère pleine, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire la sphère vide de centre 0 et de rayon 3. Ce qui termine notre cours. Merci pour votre attention.